Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Ingénieur Régide Mngemeru assure la mise en onde et la prise d'image. Bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue au magazine Humura Burundi de ce mercredi 30 décembre 2020. Donc voici les principales articulations. Un criminel doit être traité comme tel et non avec les honneurs. Et du moins, la réponse donnée par le président Évariste Ndayishimiye quant à la question relative au silence observé par son gouvernement après le décès de l'ancien chef d'État burundais, le major Pierre Buyoya, inhumé ce mardi à Bamako, la capitale malienne. La criminalité est de plus en plus montante au Burundi. La nuit dernière, au moins 3 personnes ont été assassinées dans différentes provinces du pays. Une des victimes a été décapitée. Et à la fin de ce magazine, nous vous parlerons santé et ce sera dans notre rubrique rétrospective qui fera le contour de la gestion de la Covid-19. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir. Sécurité pour commencer. 2 personnes ont été tuées la nuit dernière dans différentes localités du pays. Le premier, qui était le responsable adjoint de la colline Gishiha en commune Burambi de la province Rumonge, a été fusillé chez lui par des inconnus. Le deuxième a été tué en commune Murgui de la province Chibitoke. Il serait victime des conflits liés à l'extraction de l'or. Le point avec Emmanuel Ndayishimiye. La première victime répondait au nom de Richard Ndouimana. Il a été tué le soir de ce mardi. Les informations recueillies sur la dite colline disent que Richard Ndouimana faisait partie d'un groupe d'orpailleurs qui se bagarrait sur fond de la gestion des eaux utilisées pour le nettoyage de l'or. Les mêmes informations font savoir qu'il a reçu des coups au niveau de la poitrine avant de rendre son âme, alors que les autres essayaient de l'évacuer vers le centre de santé. La deuxième personne tuée vers 22h dans la nuit de ce mardi s'appelait Antoine Rucheke, qui était le responsable adjoint de la colline Gishiha en commune Burambi de la province Rumonge. Ses voisins témoignent qu'ils ont entendu des tirs de fusil avant de le retrouver mort dans sa maison. Antoine Rucheke a été attaqué par un groupe de 3 hommes armés selon les informations confirmées par l'OPC de Mercure Hakizimana, commissaire provincial de Rumonge. Il précise que les enquêtes sont déjà en cours pour identifier ce groupe armé. Emmanuel Ndayishimiye. Sécurité toujours, une personne a été décapitée la nuit dernière sur la colline Kidziba, commune Mbouye de la province Muramvya. Enseignant à l'Ekofo Migezi, le défunt aurait été assassiné par son parrain de mariage. Le point avec Inès Gakidza. La victime s'appelle Emmanuel Manilambona. Il était enseignant à l'école fondamentale Migezi depuis quelques jours seulement. Parmi les présumés auteurs de ce crime figure son parrain de mariage. Il a été assassiné d'une manière horrible. C'est très choquant. Ils lui ont coupé la langue et l'ont ensuite décapité. L'auteur était son parrain de mariage. C'est même lui à qui il demandait conseil pour tout projet qu'il voulait accomplir. Vous comprenez bien que c'est un grand choc en commune Mbouye. Le parrain de la victime est prénommé Jean-Marie. Il était représentant du parti CNDD-FDD sur la colline Bouyaga. Son présumé co-auteur est un motard connu sous le nom de Rumbe. Les habits qu'il portait sont entachés de sang, comme s'ils ont été trempés dans du sang. Les deux ont été déjà appréhendés. Emmanuel Manilambona aurait été victime de 400 000 francs burundais, des frais de commission qu'il n'a pas voulu donner à son parrain, qui l'avait aidé à trouver une maison à acheter. Merci à toi Inès Gakidza. Une courte pause et nous abordons la deuxième partie de ce magazine consacrée aux réponses données par le numéro 1 burundais sur différentes questions. C'était au cours d'une conférence publique qu'il a animée ce mercredi 30 décembre 2020. Humura Burundi.
Près de 2 semaines après la mort de l'ancien chef d'État burundais Pierre Buyoya, le numéro 1 burundais sort du silence et donne les raisons de son indifférence face à la mort du défunt. Évariste Ndayishimiye explique que l'État n'a aucune obligation envers une personne condamnée par la justice. Suivez Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Vous devez consulter les textes de la loi burundaise. Tout est écrit noir sur blanc. Avez-vous déjà vu un prisonnier se présenter aux urnes? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore atteint l'âge de voter, c'est tout simplement parce qu'il est privé de sa liberté politique. Ne savez-vous pas faire la différence entre un innocent et un condamné? La loi stipule que est présumé innocent celui dont la culpabilité n'a pas encore été établie. Cela veut dire que celui qui a déjà été jugé est donc coupable. Alors, l'État n'a plus de responsabilité envers cette personne. La responsabilité revient uniquement à sa famille. J'aimerais que vous compreniez la récompense du péché. La parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Comprenez bien, cela va de pair pour ce qui est de l'État. Si cela est ainsi pour Dieu, qui est miséricordieux et le maître de tout, qu'en est-il alors des hommes? Et le président de la République est revenu également sur différentes questions sensibles, dont l'affichage ethnique en cours au Burundi. À ce propos, Évariste Ndayishimiye estime que son gouvernement avait plutôt tardé à mettre au point l'identification ethnique, permettant, selon lui, de purger les souillures se trouvant dans toutes les sociétés œuvrant dans le pays, sans oublier les organisations internationales. Quand j'ai accédé au pouvoir, les Burundais accrédités à l'Union africaine étaient tous d'une même ethnie. Mais actuellement, nous sommes en train de purifier le Burundi. En ce moment, les personnes dont je parle se reconnaissent. Par exemple, ces grandes entreprises comme la Brarudi. Elles ont à présent compris que les Burundais sont vus d'un mauvais œil. Cela était un clin d'œil de la part des organisations internationales. Si ces inégalités ethniques existaient au sein des institutions politiques, comment voulez-vous que ces sociétés étatiques dont vous parlez soient épargnées? Mais parce qu'il existe des sociétés para-étatiques qui semblent avoir une certaine autonomie, elles n'étaient pas encore concernées par ce fichage ethnique. Elles ont des statuts qui rendent difficile l'anéantissement de ces inégalités. Nous devons tous comprendre que les choses ont changé et que nous sommes en train de purifier l'eau souillée. Même quand il s'agit de bien aménager une fontaine, l'eau commence à devenir sale et puis, petit à petit, l'eau propre commence à couler. Quant à la question en rapport avec les violeurs récidivistes, le numéro 1 burundais fait savoir que les premiers à endosser désormais cette responsabilité seront les procureurs qui les auront remis en liberté. Et le président Ndayishimiye s'est aussi exprimé sur la question des prisonniers politiques et ceux qui croupissent toujours en prison alors qu'ils ont déjà purgé leur peine. Pour la première catégorie, Évariste Ndayishimiye fait savoir qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Burundi. Quant à ceux qui ont été graciés, il a annoncé que le gouvernement a préféré prendre tout son temps pour ne pas se tromper sur les personnes concernées. Dans l'entretemps, des milliers de prisonniers lancent un cri d'alarme quant à l'emprisonnement illégal dont ils se disent victimes. Ceux qui ont contacté la RPA disent être désespérés car ils croupissent toujours en prison alors qu'ils ont purgé leur peine de privation de liberté. Pourtant, une fois saisis par ces prisonniers, les directeurs des prisons leur disent que la question n'est pas de leur ressort. Nadège Irakodzi. Certains de ces prisonniers qui lancent leur cri d'alarme affirment qu'ils ont purgé leur peine il y a au moins 6 mois, mais qu'ils croupissent toujours dans les prisons pour des raisons non encore connues. Ils disent avoir soumis la question au directeur des prisons, mais ces derniers ne leur donnent pas une réponse satisfaisante à leurs préoccupations. Les prisons qui regorgent des prisonniers qui nous ont déjà contactés sont entre autres celles de Mimba, à Bujumbura, celle d'Ongozi, ainsi que celle de Bururi. 2 des prisonniers qui déplorent la situation soulignent avoir été arrêtés pendant les manifestations de 2015 ayant été condamnés à 5 ans de servitude pénale pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État au mois de juin 2015. Ils soulignent qu'ils devraient avoir été libérés au mois de juin de cette année. L'autre catégorie des prisonniers qui crient à un emprisonnement arbitraire est constituée des bénéficiaires de la grâce présidentielle qui leur a été accordée par l'ancien chef d'État, feu Pierre Nkurunziza. Sur cette question, ces prisonniers déplorent que les directeurs des prisons ne veulent pas réagir
réagir en se contentant de dire qu'ils vont soumettre leurs questions à leurs supérieurs. Ces prisonniers demandent au chef de l'État de se pencher sur la question. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Parlons à présent gouvernance, où la CNTB devait préalablement procéder à la séparation des parcelles domaniales de celles des particuliers afin de mener des enquêtes minutieuses sur les parcelles de Niabouguété, indique maître Emmanuel Ngengurutse. Cet ancien sénateur ajoute qu'au moment où le gouvernement reconnaît l'existence de parcelles qui appartiennent à la population, la CNTB devait prendre en considération les parcelles distribuées par Jacques Bigilimana, le chef de zone Kanyosha de l'époque suivie. En tenant compte de la législation foncière nationale, du travail déjà accompli par différentes institutions du Burundi, la question foncière de Niabouguété devrait être réglée en adoptant les approches ci-après. Première approche, il faudrait procéder à des enquêtes sérieuses pour délimiter les terres appropriées, des terres relevant du domaine privé de l'État dans cette contrée. Deuxièmement, pour les terres appropriées, beaucoup de preuves en attestent l'existence pour le contrat de viabilisation signé entre les services de l'urbanisme et les propriétaires fonciers en 2010. Ce contrat-là atteste en réalité qu'il y a une appropriation privée des terres de Niabouguété. Ça, c'est une première preuve. Deuxième preuve, c'est le rapport d'une commission interministérielle de 2007 qui reconnaît que les terres de Niabouguété sont appropriées. Et troisième preuve, et la plus grande pour moi, c'est l'arrêt de 2016 qui reconnaît aux populations il a possédé les terres sur lesquelles sont érigées. Les constructions ont le droit d'être indemnisées à un tarif plus élevé, attestant par conséquent leur droit de propriété. Je rappelle à cet égard qu'une décision judiciaire définitive est considérée comme une loi. Concernant les terres domaniales dans Niabouguété, certaines informations racontent que des parcelles ont été attribuées par l'ancien chef de zone de Kanyosha à des particuliers. Ces parcelles étaient, semble-t-il, situées sur des terrains apparemment vides et appartenant au domaine privé de l'État. Sinon, les populations auraient dû s'y opposer. Alors, la Commission foncière nationale a également rapporté qu'il y a des terres domaniales là-bas. Il appartient à la CNTB2, en vertu de ses pouvoirs qu'elle tire de l'article 7.12 de la loi qui rapporte, de procéder à la récupération et à la restitution des terres et autres biens irrégulièrement acquis par des tiers en menant des enquêtes pour déterminer le périmètre domanial dans cette partie. En particulier, vérifier si les attributions des parcelles ainsi dites ont été régulièrement exécutées. Donc le rôle essentiel de l'État ici est de pouvoir déterminer les périmètres appropriés et le périmètre domanial et ainsi pouvoir résoudre les différends qui se posent sans beaucoup de difficultés. Et la page gouvernance, c'est aussi l'exigence de nouveaux cahiers de ménage par la mairie de Bujumbura qui va contribuer à renforcer la sécurité car fabriqués de façon moderne. Au cours d'une interview accordée à la radio Isanganiro ce mercredi, le commissaire de police Jimmy Hatungimana a indiqué que cela permettra également de bien connaître les ménages se trouvant dans la municipalité de Bujumbura. Et le maire de la ville de Bujumbura d'ajouter que l'argent issu de cette vente sera utilisé pour la réalisation d'autres projets. Suivez plutôt le commissaire de police Jimmy Hatungimana. Il est le maire de la ville de Bujumbura. Nous avons introduit dans le cahier de ménage actuel quelques éléments de sécurité. Comme nous avons 3 communes, nous avons exactement 3 couleurs. Nous avons la couleur un peu jaune, nous avons une couleur rose plutôt, nous avons une couleur qui tend vers le vert. Là, vous comprenez, on a introduit quelques éléments de sécurité, en l'occurrence le numéro qui est imprimé à partir de l'usine. Le numéro se suit comme le numéro du passeport. Nous avons aussi introduit quelques éléments codes. Chaque zone a un code. Tous ces éléments réunis nous ont poussé à mettre en place un cahier de ménage. Vous allez aussi voir que ce cahier de ménage a beaucoup de feuilles. C'est vrai, on ne peut pas terminer ce cahier en une année. Donc nous avons innové ce cahier juste pour accroître la sécurité. La sécurité n'a pas de prix. Donc nous voudrions que la capitale économique Bujumbura soit paisible, soit en ordre. Mon souci est que tous les ménages de la capitale doivent être détenteurs de ces cahiers pour au moins avoir une idée
des familles ou des gens qui se trouvent présentement dans la capitale. Ces cahiers ont été achetés ou ont été confectionnés sur base de l'argent de la mairie. Alors, l'argent qui va provenir de cette vente va directement dans la caisse de la mairie pour que les projets que nous avons en cours puissent être exécutés à base de cet argent. Parlons à présent santé où le confinement de 3 jours pour les voyageurs en provenance de l'étranger au Burundi n'est pas respecté par les hôtels choisis pour cette fin. Alors que cette décision avait été prise pour lutter contre la propagation de la Covid-19 qui peut être facilitée par les étrangers, l'information en possession de la RPA indique que la plupart des hôtels libèrent facilement ces voyageurs avant les 72 heures exigées. Le point avec Walter Quizer. Les hôtels autorisés pour accueillir ces voyageurs en provenance de l'étranger sont situés à Bujumbura et sont plus de 25. Selon le ministère de la Santé et de lutte contre le sida, chaque hôtel doit avoir ses propres véhicules pour déplacer ses propres clients de l'aéroport jusqu'à leur bâtiment. Chaque voyageur doit passer 72 heures à ces hôtels avant de rejoindre sa famille en attente des résultats des tests de Covid-19, un test qui leur est fait à l'aéroport juste à leur arrivée. Toutefois, certains parmi ces hôtels ne respectent pas ces mesures. L'exemple est celui de l'hôtel City Hill, Nonara, Agena et d'autres. Les employés de ces hôtels permettent aux membres de la famille et de ses visiteurs de les rejoindre dans ces hôtels, comme témoigne cet habitant. Il y a des hôtels qui respectent les mesures de confinement. Quand les voyageurs arrivent, ils ne permettent pas qu'on les rende visite. Et d'autres hôtels ne se soucient de rien. Ils laissent les membres de la famille de ces voyageurs en provenance de l'étranger venir rendre visite aux leurs et partagent de la bière. Ils sortent même en dehors de ces hôtels. J'ai vu moi-même ce genre de comportement aux hôtels City Hill, Nonara et Agwena. À part ces hôtels qui permettent aux familles de ces voyageurs de les rendre visite dans ces hôtels, il y en a même ceux qui libèrent ces voyageurs avant les 72 heures exigées par le ministère de la Santé, ce qui constitue un très grand risque de propagation de la pandémie dans le pays. Si quelqu'un vient rendre visite à ces voyageurs dans l'un de ces hôtels d'accueil, alors que ce voyageur est atteint de la Covid-19, vous comprenez qu'en retournant à son domicile, il peut contaminer les autres. C'est ça le problème que nous avons pour le moment. Nos sources dans ces différents hôtels convergent sur le fait que les policiers à l'entrée de ces hôtels, censés veiller au respect de ces mesures, participent plutôt à leur violation, tout comme les employés des hôtels qui autorisent les visites et permettent à ces voyageurs en attente des résultats de partager des bières à la normale. Merci à toi, Walter Kwizira. Et c'est justement cette pandémie de Covid-19 qui fera l'objet de notre rétrospective santé, car comme vous l'avez déjà entendu, le Burundi fait partie des pays qui n'ont pas suivi convenablement les gestes barrières et stratégies recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, OMS son sigle, dans la lutte contre cette pandémie. La rétrospective de la rubrique santé 2020 vous est présentée par Onésime Douchimagit. Bonsoir ou bonjour mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices du magazine Humura Burundi et bienvenue à la rétrospective 2020. Ce mercredi, nous allons parler des réalisations qui ont été faites dans le secteur de la santé par le gouvernement du Burundi, notamment dans la lutte contre la pandémie Covid-19. C'est une pandémie qui est apparue dans la localité de Wuhan en Chine vers la fin de 2019. Selon l'épidémiologiste Kome Konakuze, l'invité d'aujourd'hui, le Burundi n'a pas suivi convenablement les stratégies recommandées par l'Organisation mondiale de la santé OMS dans la lutte contre cette pandémie, à savoir le dépistage actif, le port des masques, les mesures d'hygiène et la distanciation sociale. Mais avant d'aborder dans ce sens avec notre invité, mon confrère Eloge Divere Mecha nous brosse le tableau des réalisations du gouvernement burundais dans la lutte contre cette pandémie.
Dans le domaine de la santé, l'année 2020 a été caractérisée en grande partie par la pandémie de coronavirus. Une pandémie qui fait couler beaucoup d'encre et de salive jusqu'à présent dans le monde entier. Au Burundi, le ministère de la Santé a annoncé officiellement le 31 mars 2020 le premier cas de Covid-19. Pourtant, les autorités ne cessaient de rassurer à la population que le pays était protégé par la grâce de Dieu. Quelques jours après, 4 experts de l'Organisation mondiale de la santé, OMS au Burundi, ont été expulsés par les autorités burundaises qui les accusaient d'avoir annoncé qu'il y a des cas de la Covid-19 qui ne sont pas déclarés. C'était au mois de mai. Ayant constaté cette dissimulation de la Covid-19 par les autorités burundaises, la société civile dont Human Rights Watch et les médias privés ont alors alerté sur le risque et de la gravité de la situation de cette pandémie au Burundi. Le gouvernement ne donnait pas d'informations nécessaires à la population, surtout sur les symptômes, le mode de contamination et les conséquences de cette pandémie. Suite à ces alertes lancées par différentes organisations, les autorités ont pris conscience de cette pandémie et ont changé de stratégie en adoptant de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation de cette pandémie de coronavirus. Ces mesures sont entre autres les fermetures des frontières terrestres et de l'aéroport international de Bujumbura. C'est dans cette même optique que la campagne de dépistage d'Akira Sinanduza a été lancée par le nouveau président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, au début du mois de juillet. Dans cette campagne, il était obligé de dépister gratuitement les citoyens burundais et surtout ceux qui avaient des symptômes en rapport avec la Covid-19. À côté de cette campagne de dépistage, le nouveau président Evariste Ndayishimiye, après la prestation de serment des ministres, dans son discours devant le Parlement, il a annoncé d'autres mesures pour renforcer la lutte contre cette pandémie, dont la disponibilisation du savon bleu en réduisant son prix. Depuis lors, le savon bleu qui coûtait 300 francs a été réduit à 150 francs burundais pour faciliter son accès à tous les Burundais. Pourtant, ce savon n'a jamais été disponible à toute la population comme il était prévu. De plus, malgré les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19, il n'y a pas eu de rigueur pour leur mise en application. À part que les dépistages ne se faisaient pas dans toutes les provinces du pays, jusqu'à aujourd'hui, le port de masque n'est pas obligatoire au Burundi. Le lavage des mains ne se fait pas comme il faut dans les lieux publics comme les écoles, les marchés, les parkings de bus, les structures sanitaires, les églises et les bistrots. Depuis le 31 mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida indique que plus de 700 personnes ont été testées positives à la COVID-19 sur plus de 76 900 tests effectués. Selon le même ministère, seules 2 personnes ont été déjà emportées par cette pandémie, une affirmation contraire à celle de l'organisation Caritas Burundi qui a fait savoir au mois d'août que cette pandémie a déjà tué plus de 10 personnes. En plus de cette pandémie COVID-19, il s'est observé au Burundi durant cette même année 2020 une épidémie de rougeole qui s'est d'abord manifestée au camp des réfugiés de Chishemere dans la province de Cibitoke. Cette épidémie s'est par la suite propagée dans différentes parties du pays et pour faire face à cette épidémie, le ministère de la Santé a organisé une campagne de districts dans 14 districts sanitaires du pays, une campagne qui a eu lieu du 15 au 18 décembre. Une autre maladie s'est observée à Utihinda dans la province Muyinga au nord du Burundi. Selon les résultats des laboratoires rendus publics par les responsables de santé au Burundi, il s'agit d'un ulcère de Buhuli qui a déjà fait des ravages en Afrique. Au Burundi, une centaine de personnes a été déjà atteintes par des plaies sur leurs membres inférieurs à cause de cette maladie. Jusqu'à aujourd'hui, le manque de médicaments appelés spécialités fait toujours défaut dans le domaine de santé au Burundi. Actuellement, le gouvernement interpelle la population à utiliser les médicaments dits génériques. Eh bien, merci à toi, Eroge Duvel-Emech. Dès le début de l'apparition de la pandémie Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé OMS a mis en place des mesures de lutte contre cette pandémie. Le Burundi n'a pas reconnu l'existence de cette pandémie sur son territoire dans les premiers mois. C'est juste après les élections présidentielles que le nouveau gouvernement s'est montré en faveur de la lutte contre cette pandémie, mais d'une façon superficielle, comme l'explique l'épidémiologiste Kome Konakuze. Le Burundi a eu le premier cas au mois de mars. Et il a mis en place quelques mesures superficielles, si je peux dire, mais aussi d'une manière, je dirais, pas continue, parce qu'à un moment donné, il y avait un refus, disant que l'épidémie, la pandémie de la COVID-19 n'est pas encore arrivée au Burundi. Et justement, le Burundi a organisé même des élections, il n'y avait pas de mesures spécifiques pour lutter contre cette pandémie.
puis l'actuel gouvernement élu qui a montré en faveur de lutte et de reconnaissance qu'il y a cette pandémie, comme partout dans d'autres pays du monde. Et puis son gouvernement a mis en place des mesures spécifiques d'une manière, je dirais, en sandwich, parce que quelquefois on recommande mais on n'exige pas. Alors là, si on regarde les stratégies, les règles d'or, les stratégies recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir le dépistage actif, c'est une stratégie simple mais qui coûte. Il faut tester beaucoup et partout dans le pays. Et aussi traiter, isoler. En plus des mesures aussi, des mesures d'hygiène et des mesures comme la distanciation sociale ou physique, ça dépend de comment vous le dites. Et où il y a le port de masques et puis aussi le lavage des mains, l'hygiène des mains. Et cela n'a pas été suivi. Maintenant, on voit que un seul centre qui fait le dépistage dans tout le pays. C'est pas normal qu'un patient qui se trouve au nord du pays puisse accéder à ce test de dépistage alors que celui qui fait ça est basé à Bujumbura, c'est une seule équipe. Et puis, on n'a pas vu non plus qu'il y a un comité de coordination Covid au niveau national, mais aussi, on n'a pas vu la recherche active et des cas et aussi ce qu'on appelle la recherche de la prévalence pour voir l'ampleur de l'épidémie à travers tout le pays. Donc, cette recherche n'a pas eu lieu, pas encore. Je ne sais pas si c'est manque de moyens ou manque de fonds, mais c'est ce suivi épidémiologique qui nous montre aussi bien la capacité du pays, mais aussi l'ampleur de la pandémie de la COVID-19 au Burundi. Sio radio yaku, sio radio yangu, ni radio ya umma. Le gouvernement du Burundi affirme 2 cas de décès suite au Covid-19 au moment où certaines organisations parlent d'une dizaine de décès de personnes qui manifestaient des signes de Covid-19. Pourquoi le gouvernement veut cacher le taux de décès suite au Covid? Bon, certains pourraient dire de cacher, mais moi je dirais on cache quelque chose qu'on connaît. Quand il n'y a pas eu d'enquête, de surveillance épidémiologique pour savoir la prévalence de cette pandémie dans le pays, ça veut dire que le gouvernement aussi ne connaît pas exactement tout de ce problème à travers le pays. Alors c'est pour ça, certaines organisations comme Caritas, effectivement, ont publié plus de cas de décès que le gouvernement parlait auparavant, mais il y a aussi des suspicions de certains hôpitaux, comme l'hôpital Kira, l'hôpital militaire de Kamenge, d'autres hôpitaux à Gitega et à l'intérieur du pays, qui rapportent bien évidemment des cas suspects, mais qui ne sont pas testés. Donc là, ce que je dirais, les tests n'ont pas été vulgarisés à travers le pays, et puis l'accès à ce test est très onéreux au Burundi. Et puis, on suspecte bien sûr qu'il y ait des cas de maladie, de Covid-19, mais qui ne sont pas répertoriés, ou bien qui ne sont pas connus d'une manière explicite par le service d'épidémiologie et de statistique, et puis aussi par le comité de suivi et en l'occurrence le ministère de la Santé. Le gouvernement du Burundi dit que les personnes qui ont le Covid viennent des pays étrangers et il interpelle les partenaires à la communauté internationale d'aider le Burundi pour prévenir cette maladie. En quoi et comment la communauté peut aider le Burundi? Bon, je dirais que c'est pas facile parce que pour chercher l'assistance, une aide, que ce soit une aide financière, technique ou autre, d'abord il faut exposer le problème en profondeur. Maintenant, quand des organisations ou bien des hôpitaux parlent de plusieurs cas, le gouvernement parle de moins de cas, donc ça devient une cacophonie en quelque sorte. Et puis, demander une assistance sans toutefois étaler l'ampleur du problème, ça devient pour moi contradictoire. Et alors là, d'abord, il y a une coopération qui existe déjà entre les pays, et surtout, par exemple, pour tout le monde qui voyage en avion ou qui voyage par route, les voyages transfrontaliers doivent toujours être précédés par des tests négatifs de la COVID-19. Ça, c'est déjà une assistance transfrontalière qui doit être suivie par tous les pays.
Et puis, dès qu'ils arrivent frontière au Burundi, à l'aéroport, ils doivent être retestés, encore une fois, par les services de santé du Burundi. Et puis, il y a aussi le quarantaine pendant 2 jours pour voir si réellement ceux qui vont voyager n'ont pas voyagé avec la Covid pour transmettre à ceux qui se trouvent déjà dans le pays. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une assistance. Tout le monde qui voyage doit être testé 72 heures avant le voyage, au minimum. Et puis, arriver au pays, ils doivent être testés, encore une fois, pour être sûr que, effectivement, la personne ne porte pas la Covid-19. Comme Konakuze indique également que pour avoir accès à une assistance, le gouvernement devrait montrer qu'il est dépassé par le nombre de cas de Covid-19. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au Burundi. Surtout que l'équipe des spécialistes de l'OMS a été contrainte de quitter le territoire burundais. Un autre élément qui montre que le Burundi ne veut pas coopérer selon toujours comme Konakuze. Une autre assistance peut-être technique ou financière, normalement, le pays devrait exposer le problème dans sa profondeur, montrer que le problème, que le pays est dépassé par les cas de Covid-19, ou bien aussi que le pays n'arrive pas à satisfaire les besoins de lutte contre cette pandémie. Dans ce cas, ça veut dire qu'on a exposé ce problème à la communauté internationale ou bien dans la sous-région ou aux bailleurs. Et c'est pas des chiffres qui sont comme 2 cas de décès et quelques cas, moins de 600 cas de la Covid-19, qu'une assistance sera déployée à l'urgence. Et en plus, il y a une assistance qui était lancée dès le début de la pandémie. Il y avait l'équipe spécialisée de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé qui était basée à Bujumbura, qui a été contrainte de quitter le pays. Et cela a porté préjudice dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 au Burundi. Et ça a porté quand même les démonstrations de ne pas coopérer sur une pandémie qui touche le monde entier. Et c'est pas une bonne manière aussi de chercher l'assistance internationale alors qu'on se montre moins coopérant dans ce sens. C'est par-ci que prend fin la rétrospective de la rubrique santé 2020. Mais avant de vous quitter, signalons qu'une campagne de vaccination contre cette pandémie Covid-19 vient d'être lancée dans plusieurs pays développés d'Europe et d'Amérique. En attendant que les pays en voie de développement soient servis, il sont recommandé d'observer toujours les mesures drastiques contre la Covid-19, à savoir le dépistage actif, le port des masques, le lavage des mains avec du savon ou des produits appropriés et la distanciation sociale. Merci à notre invité, l'épidémiologiste Kome Konakuze. Merci mesdames et messieurs pour votre aimable écoute. Onésime Dushimagize, je vous souhaite le meilleur vœu de l'année 2021 qui commence bientôt. Merci à toi Onésime Dushimagize pour cette rétrospective santé, une rétrospective qui boucle ce magazine Humura Burundi de ce mercredi 30 décembre 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier ingénieur Égide Mimiro qui était à la prise d'image et à la cabine technique. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.